L'amour est amour, que tu veux d'apprivoiser. Et c'est bien en après, s'il lui convient de... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que chez vous l'hiver n'est pas trop rude. Aujourd'hui je vous parle du roman d'Elif Shafak, Trois filles d'Ève. Il faut savoir que j'ai fait deux vidéos sur cette œuvre. Une première vidéo où je fais la critique comme d'habitude, qui est celle-là. Et une deuxième vidéo où je reviens sur quelque chose qui m'a particulièrement troublé dans ce roman. C'est une sorte de prédiction que j'ai trouvée dans l'histoire sur l'une des affaires qui fait l'actualité d'aujourd'hui. Sachant que cette œuvre a été éditée en anglais il y a plus d'1 an. Sur la couverture du livre, on a d'abord le nom de l'auteur, Elif Shafak, qui est une célèbre écrivaine d'origine turque, d'expression turque et anglaise. Elle est très connue pour son engagement contre la xénophobie ou le fanatisme religieux. Elle est déjà l'auteur de plusieurs œuvres, comme Soufi mon amour ou Bonbon Palace, qui lui a d'ailleurs valu d'être primé best-seller en Turquie. En titre, on a Trois filles d'Ève, trois filles parce que ça fait référence à trois personnages, Peri, Shirin et Mona, et Ève parce que leurs échanges vont tourner essentiellement autour de la question de Dieu et de la religion. En illustration, on a une belle représentation d'Istanbul. En quatrième de couverture, on a un assez long résumé, donc je vais en lire qu'une partie. Elif Shafak signe une satire violente de la bourgeoisie stambouliote comme du fanatisme religieux, également aveugle aux aspirations d'une jeunesse en quête de vérité. L'œuvre a été traduite de l'anglais par Dominique Goy-Blanquet et on la retrouve aux éditions Flammarion. C'est un roman de 475 pages composé de 4 parties. Donc comme d'habitude, je vais essayer de résumer chaque partie avant de passer à la critique. Première partie, on découvre un milieu, Istanbul, et deux temps, 1990 et 2016. Le roman commence en 2016 avec Peri qui se rend à un dîner de luxe organisé par des bourgeois stambouliotes. En chemin, elle aura quelques soucis, notamment avec un agresseur qui va essayer de lui voler son sac. Et puis, surtout, on aura le droit à une description très critique de la ville d'Istanbul, une critique qui va un peu trop loin, j'ai trouvé. Enfin, je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et puis, on a 1990, où il y a la description de son environnement familial. Peri sera perdu d'ailleurs entre son père laïque et sa mère très pieuse, même si on comprend dès le début qu'elle penche plus vers son père. Deuxième partie, Peri arrive au dîner. C'est un dîner très mouvementé, avec beaucoup de débats politiques, avec toujours cette dimension religieuse. Et l'on pourra voir des stambouliotes, accompagnés de beaucoup d'étrangers, donner leur point de vue, leur opinion sur l'état de la Turquie dans le monde et les relations diplomatiques et politiques qu'il peut y avoir avec les États-Unis, etc. Et puis, on a les années 2000 et l'entrée de Peri à Oxford, où elle rencontrera les trois autres personnages principaux de l'histoire. Shirin, une athée très charismatique, Mona, une musulmane très pieuse, et surtout Azur, qui est un mystérieux professeur de philosophie et de théologie, qui sera le point central de l'intrigue du roman. En arrivant à Oxford, elle s'adonnera aussi à des comparaisons entre l'esprit anglais et les mentalités qu'on peut trouver au Moyen-Orient. Et il y a des moments où pour exprimer ses pensées, le narrateur va par exemple nous dire « Au Moyen-Orient, il y a un certain type de petit ami qui se fâche si vous repoussez ses avances. Or, en même temps, dès que vous répondez passionnément à ses désirs, vous perdez toute valeur à ses yeux. Condamné si vous dites non, condamné si vous dites oui. De toute manière, c'est une situation où vous êtes sûr de perdre. » Donc voilà, il y a aussi cette critique de la manière de penser au Moyen-Orient, etc., en comparaison avec la liberté qu'on peut trouver en Angleterre. Troisième partie du livre, Peri, poussé, motivé par sa copine Shirin, va s'inscrire au séminaire du mystérieux professeur Azur. Par ce séminaire, on va découvrir qui se cache vraiment derrière ce personnage. C'est en fait un enseignant très éloquent, très charismatique, qui est d'ailleurs très médiatisé, qui a même été classé dans le New York Times parmi les 100 personnes les plus influentes du monde et qui a déjà écrit plusieurs œuvres. Dans ce séminaire, Peri et Shirin sont déjà amoureuses de leur enseignant. C'est d'ailleurs ce qui va causer le fait que Peri va commencer à éprouver un sentiment de jalousie envers sa copine Shirin. Ce professeur est aussi accusé d'être un peu trop violent dans sa façon d'être et dans sa façon de s'exprimer avec ses étudiants. Une violence qu'il assume d'ailleurs puisque dans son séminaire, dans la description de son séminaire, il dit déjà « Si toute friction t'irrite, comment ton miroir sera-t-il poli ?» Son discours est d'ailleurs très riche
en référence et en citation. En voici un extrait. Si vous estimez savoir déjà tout ce qu'il est nécessaire de savoir concernant Dieu et que cela ne vous intéresse pas de vous remplir l'esprit d'informations nouvelles, s'il vous plaît, abstenez-vous de venir et écartez-vous de mon soleil. Le temps est précieux, le mien comme le vôtre. Ce séminaire est réservé aux quêteurs, ceux qui sont prêts à redevenir des débutants chaque matin. Si tout cela ressemble trop pour vous à une corvée, rappelez-vous, la plus haute activité dont soit capable l'être humain, c'est d'apprendre pour comprendre, car comprendre, c'est être libre. Ici, dans ce petit extrait, on a déjà 4 citations. Une citation de Jalaluddin Rumi, une autre de Diogène, une de Maître Eckhart et une autre de Spinoza, bien sûr. La quatrième et dernière partie du livre, le scandale, qui a été évoqué déjà brièvement dès le début de l'histoire, éclate enfin. Je ne vais pas révéler la nature du scandale pour ne pas spoiler, même si bon, j'ai quelque peu spoilé déjà en résumant les autres parties. Mais voilà, le scandale éclate et il cause la disgrâce du professeur Azur. Donc on a la fin d'une intrigue, mais la fin du roman reste quand même ouverte parce qu'il y a un événement qui reste sans suite. C'est que donc la fin, on revient en 2016 pendant le dîner luxueux donc à Istanbul, et à un moment donné il y a des hommes armés qui entrent et qui menacent tout le monde. Mais voilà, le roman s'achève sans que l'on sache exactement ce qui s'est passé. Si les hommes les ont tués, c'était des terroristes, d'où ils viennent, on ne sait pas. Voilà. Ce qui m'a d'abord plu dans cette œuvre, c'est qu'on y trouve les 4 dimensions qui font pour moi une œuvre complète. La dimension philosophique d'abord, donc tout au long de l'histoire, on a plusieurs références à plusieurs philosophes, on a un questionnement avec toujours une démarche intellectuelle très humble, sur un questionnement par rapport au monde, un questionnement autour de la question de Dieu et des religions. On a aussi une dimension politique, donc on retrouve dans le dîner avec Péri, des débats politiques entre les Stambouliotes et les étrangers. On a cette dimension sociale où il y a une comparaison entre les mentalités en Angleterre et les mentalités et la façon de vivre à Istanbul, et bien sûr la dimension littéraire. Normalement je ne lis pas d'extrait puisque je parle pas trop du style parce que c'est une traduction. N'empêche que voilà, je pouvais pas m'en empêcher ici parce que c'était quand même très bien écrit. Le bébé dans la brume glissa devant ses yeux, évanescent comme un murmure, image cousue de soie et de gaz les plus fines. Il ne souriait plus, ses traits sculptés dans une cire de teinte miel étaient immobiles. Il ne semblait pas non plus porter de jugement sur ce qui venait de se produire. Il était au-delà de toute chose, extérieur à cette sphère. Très vite, après avoir aidé Péri une fois de plus, il disparut. La vapeur se dilua sans laisser de traces dans la nuit tombante. C'est alors que du coin de l'œil, elle aperçut une silhouette, douce et soyeuse, trop angélique pour être humaine. Elle la reconnut, c'était lui, le bébé dans la brume, joues roses, bras bottelés, jambes grassouillettes, costauds, mousse de cheveux dorés, pas encore fraîche, une tache de lit de vin lui couvrait la joue, un adorable bambin. Pour ce qui est de ce qui m'a déplu, il y a d'abord le travail qui revient à la maison d'édition, comme la correction, la traduction, etc. Donc pour ce qui est de la correction, parfois on trouve des lettres qui manquent, ou comme page 239, le mot Azur est complètement transformé en Aziz, sauf que personne ne le remarque, mais c'est surtout la traduction qui m'a semblé un peu trop maladroite et qui dérange tout le long du roman. Et puis il y a aussi l'écriture d'Elif Shafak. C'est une traduction, mais parfois dans le sens, voilà, il y a des contresens. Comme ici, dans le pourrissement des jours, un mélange de senteurs, aubergines frites, café moulu, galettes sorties du four, gousses d'ail bouillies, émanaient des fenêtres ouvertes tellement fort qu'il imprégnait tout, se faufilait dans les caniveaux et sous les plaques d'égout, si aigu que le vent matinal changeait aussitôt de direction. Alors n'importe qui dans le monde, en sentant la galette sortie du four, etc., va penser à un bon parfum, ça donne envie, ça sent très bon. Mais elle arrive, donc elle critique, en critiquant, en allant trop loin dans la critique de sa ville. J'ai l'impression qu'elle arrive avec une sorte de snobisme à l'anglaise et que se permet même de critiquer les choses les plus universelles, c'est-à-dire la bonne odeur. Elle arrive à critiquer la bonne odeur de la galette sortie du four et elle nous fait, et donc comme si c'était une puanteur. Voilà, c'est ce qui m'a dérangé en fait. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine critique qui portera sur Deepak, le premier roman de Lise Spit,
qui a eu un succès fou aux Pays-Bas et en Flandre. Moi, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes lectures. Merci. Au revoir.